Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne, le podcast des circuits courts et du bien manger. Nous sommes dans la rubrique Il était une fois mon hobby pour un nouvel épisode qui inaugure les années lycée. Nous sommes en 1998, nous allons nous replonger dans le passé. Je fais ça volontiers parce que je suis désormais un vieux con de 40 ans. Donc nous allons faire ça tous ensemble, on va se replonger en 1998. Donc suite aux années collège qui ont été largement dominées par Warhammer Battle. Mais en 1998, qu'est-ce qu'il se passe ? Outre le fait que ça y est, on met le pied dans le grand bain qu'est le lycée, ça y est, on commence déjà à nous parler d'orientation, d'emploi, de chômage. On commence doucement à goûter ce que sera la vie d'adulte et ce n'est pas bien reluisant. Mais outre ça, en 1998, il y a la sortie de Warhammer 40 000 V3. Jusqu'alors, Warhammer 40 000, naturellement, je m'en nourrissais dans les White Dwarfs, j'avais même déjà plus ou moins choisi les factions que j'allais faire, mais la V2 était assez impénétrable, c'était un système de jeu très 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 compliqué, et en sachant que la V3 arrivait, ce n'était pas franchement l'heure de se lancer dans le bain. Donc j'avais eu ce coup de cœur de la mort pour le codex, Ange de la mort en particulier, ainsi que pour les Eldar. Donc j'avais déjà bouffé et rebouffé certains codex en V2. Mon choix était fait. On n'attendait qu'une chose, c'était que Warhammer 40 000 V3 sorte. Ça y est, on entre en seconde. Warhammer 40 000 V3 est là. On a mis nos 500 francs de côté depuis longtemps en vue de l'acquisition de la nouvelle boîte de base qui nous a absolument pas été teasée. Ça nous a été révélé le jour même de la sortie dans les pages de White Dwarf. On y est. Warhammer 40 000 V3 est là. L'artwork de la boîte déjà en dit très long et on assiste du coup à la révélation du contenu de la boîte. Sans surprise, ce sont des Space Marines ainsi qu'une toute nouvelle faction, les Eldar Noirs, qui seront appelés à devenir plus tard des Drukhari. Donc naturellement, c'est l'affolement général, la boîte, tout le monde la veut. On s'organise vite à faire un petit raid en magasin. Dans la boîte, côté Space Marine, c'est l'inauguration d'une toute nouvelle gamme. Et en Star Suprême de la gamme, naturellement, on a la nouvelle Escouade tactique. Alors là, quand je l'ai eu dans la main, ce truc, je me suis dit, mais waouh, ça tue, ça overtue. Donc, faut savoir qu'à l'époque, on était dans le commencement finalement du régiment plastique. Dans Warhammer Battle, on avait déjà assisté à ça. La première boîte de régiment plastique a été les guerriers du chaos. À l'époque, vous aviez 12 guerriers du chaos pour 130 francs. Donc ça, c'était appelé à remplacer finalement les toutes petites boîtes vertes de régiment à 75 francs qui étaient réellement toutes pourries. Donc à l'époque, on avait le choix entre ces petites boîtes toutes pourries ou un régiment entier composé de figurines en métal, du coup qu'on achetait en blister. Il y avait vraiment un énorme gap financier entre ces deux options. Game Workshop a commencé je pense en 1996, a commencé à sortir des nouvelles boîtes de régiments en plastique appelées à remplacer les anciennes et qui là n'avaient absolument rien à voir en termes de qualité, en termes de modularité. La petite boîte à 130 francs des guerriers du chaos avait mis tout le monde par terre à l'époque et s'en était suivi un renouvellement au compte-gouttes de toute la gamme Warhammer Battle. Mais ces nouvelles boîtes de régiments en plastique allaient commencer à parasiter Warhammer 40 000 et cette première boîte, ce premier kit de nouvelles escouades tactiques, il a mis absolument tout le monde d'accord. On avait vraiment un renouvellement du look du Space Marine, donc il y avait le changement d'armure qui allait avec, parce que Game Workshop a toujours aimé en fait justifier ces changements de forme par un peu de lore. Donc on avait une nouvelle armure tactique au programme et naturellement
tout le reste de la gamme Space Marine allait suivre. Et donc, à ce titre, dans la boîte, nous avions également un tout nouveau Land Speeder qui était vraiment magnifique, qui allait connaître bien des déclinaisons à l'avenir, alors que jusqu'alors, le Land Speeder, c'était une espèce de chaise volante avec un canon au niveau du cul. C'était c'était vraiment ça, c'était une espèce de chaise volante, quoi. Donc, les nouveaux Space Marines sont là. La nouvelle gamme s'inaugure par le contenu de cette boîte de base et tout le monde a pris un pied absolument infernal à monter cette nouvelle escouade tactique avec des sculptures mais qui étaient d'un tout autre niveau, une modularité totale. Il y avait même un choix désormais qui s'offrait à nous en tant qu'arme spéciale, arme lourde. On avait plusieurs options pour se monter un sergent qui avait un look particulièrement agressif. Cette nouvelle escouade tactique était énorme et elle allait rester là pour une bonne vingtaine d'années jusqu'au prochain énorme renouvellement de la gamme Space Marine que furent les Primaris. Nous en parlerons sans doute un autre jour. Donc pour l'heure, cette boîte de base inaugure à la fois le renouvellement de la gamme Space Marine et une toute nouvelle faction nommée les Eldar Noirs. Donc à ce titre, dans la boîte, il n'y avait pas grand-chose. De mémoire, on avait une vingtaine de guerriers Eldar Noirs. Peut-être je me trompe. Mais là, idem, on a une nouvelle génération de kits plastiques avec des éléments comme on en avait rarement vu, notamment en termes de finesse. En termes de finesse de sculpture, on avait des lames particulièrement effilées qu'il fallait monter sur les armures. Ce n'était pas évident du tout, d'ailleurs, parce que à l'époque, certes, on gagnait cette modularité assez folle, mais d'autre part, ce n'était pas non plus forcément accessible aux modélistes débutants, parce que cette modularité extrême se payait à un prix, c'était qu'on n'avait pas, par exemple, ce système d'encoche qu'on voit désormais dans les kits les plus modernes. Donc, clairement, le mode d'emploi ne vous prenait pas par la main. Il vous disait: ah, tu vois, t'as des jambes, des torses, des bras. Eh bien, vas-y, mon gars, fais-en absolument ce que tu veux. Donc, il y avait une certaine gamberge lors du montage de ces nouveaux kits. Mais bon, tout le monde a trouvé ça fabuleux, évidemment. Donc, c'était le moment ou jamais de commencer une armée Space Marine, tout comme ça, ce sera le cas plus tard lors de la sortie de Dark Imperium. Donc la boîte de base est là, tout le monde s'est jeté dessus. Et eh bien dans cette boîte, il y a ce qui sera nommé plus tard le Big Black Book, le gros livre noir de Warhammer 40 000 V3. Donc c'était, je pense, la première fois qu'on avait dans une boîte de base un livre aussi énorme. Il était vraiment énorme. De mémoire, on franchissait allègrement le... On devait être à 300 pages, hein, je pense. Ça devait être 300 bonnes pages de bouquin. Et ce bouquin, eh bien, il a été un véritable pavé dans la mare, à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. On va commencer déjà par parler au niveau des règles, puis on va aborder la chose succinctement, parce que plus personne n'en a rien à foutre de savoir ce qu'étaient les règles en V3. Mais Warhammer 40 000, avec cette V3, pour la première fois de son histoire, a pris quelque part la décision de la démocratisation. Warhammer 40 000 était jusqu'alors un jeu extrêmement compliqué. Je vous jure que, par exemple, tirer sur un rhino, eh bien, c'était pas de la tarte, parce qu'on avait un tableau des répartitions des dégâts, on avait des tableaux de dommages à répartir en fait sur plusieurs endroits du véhicule. Donc, vous pouviez avoir par exemple un rhino avec une chenille pétée, avec un flanc enfoncé. Tout ceci, on devait le noter au fur et à mesure pour suivre l'évolution des dégâts de ce véhicule tout le long de la partie. Eh bien, Warhammer 40 000 V3 a été quelque part la première grande étape de simplification des règles. Donc naturellement, les joueurs vétérans de l'époque ont vu la chose d'un assez mauvais œil, mais nous, comme on était des petits cons, eh bien, ça nous a bien plu d'avoir un jeu qui soit largement plus accessible. Et c'est vrai qu'à la première lecture des règles de Warhammer 40 000, on n'était pas vraiment dépaysé par rapport à ce qu'était Warhammer Battle. On restait en terrain connu. Le système de profil était assez identique, le système des armes pareil, on restait en terrain connu, et tout ce qui relevait finalement des mécaniques les plus complexes, comme ce dont j'ai parlé, la répartition des dégâts sur véhicule, s'est vu simplifié.
pas au point encore que les véhicules disposaient de datasheets exactement sous le même modèle que l'infanterie. Mais il y a eu ce premier pas, cette première volonté de simplifier le jeu. Ça a été également l'inauguration quelque part de ce qu'allaient être les bataillons ou tout simplement les corps d'armée. C'est que nos armées vont désormais devoir obéir à une certaine structure, donc une structure qu'on retrouvera jusque dans la V9, donc c'est-à-dire une arborescence d'armées faite suivant les célèbres petits symboles qu'on voit partout dans les codex, donc avec un découpage suivant des troupes, des élites, des soutiens, des attaques rapides. Donc Warhammer 40 000 V3 inaugurait également un list building différent. Ce list building, il allait devoir obéir à certaines règles dans une volonté probablement d'équilibrage. Donc ça, idem, ça a été quand même un grand changement. Et en ce qui concerne les règles, on va arrêter là. Je pense que ça sert à rien d'en dire plus, mais en tout cas, on jetait énormément moins de dés. Moi, je me souviens, à l'époque du collège, j'avais fait quelques initiations à Warhammer 40 000 V2, mais je n'avais absolument rien compris. Si vous voyez la quantité de dés à l'époque qu'il fallait lancer pour, par exemple, tirer au canon laser, c'était infernal. On- Il y avait vraiment il y avait pas que des D3 ou des D6, il y avait beaucoup d'autres types de dés différents. Bref, c'était compliqué. Et Warhammer 40 000 V3, honnêtement, dès la première lecture des règles, hop, ça n'a pas représenté de défi particulier. Naturellement, il a fallu apprendre à jouer, mais j'en ai un souvenir vraiment de quelque chose de très fluide. On n'a pas du tout réapprendre. On sortait de Warhammer Battle, on s'est adapté le plus paisiblement du monde. Mais alors, si les règles, naturellement, on était dans l'anecdotique, il se passe quelque chose de très important avec ce premier énorme livre de Warhammer 40 000. Donc, énorme livre, et ça deviendra la norme pour toutes les éditions à venir. C'est qu'on découvre Warhammer 40 000 sous un autre jour. On découvre Warhammer 40 000 dans une vision très império-centrée, on va dire. C'est une vision très império-centrée. C'est qu'on aborde vraiment l'univers sous le point de vue de ce qu'est l'Imperium. Et à ce titre, l'Imperium, dans ce livre, on en connaîtra toutes les ficelles. Les ficelles administratives, le découpage de la société, l'organisation même de l'Imperium, des choses dont finalement on n'avait jamais entendu parler. Et il y a également ce choix qui va renverser le jeu pour toujours, c'est le choix d'un point de vue extrêmement négatif. Dans Warhammer 40 000, il n'y a que la guerre, et cet état de fait, il commence réellement avec la V3. Donc c'est la première page du livre, In the grim darkness of the far future, there's only war. C'est la première fois qu'on lit ça, et ça annonce tout de suite la couleur. Et alors, le déroulé des premières pages de ce livre, il vous en dit beaucoup sur ce qu'est désormais Warhammer 40 000 et de ce qu'il sera en fait pour toujours. John Blanche est absolument impérial dans ses premières pages. C'est lui qui va dire la messe, c'est lui qui vous présente l'univers finalement dans son côté le plus grim dark. Le mot est lâché, c'est l'inauguration du grimdark, un futur où il n'y a que la guerre. Et donc au déroulé des premières pages, vous aviez la porte d'infinité avec ce dessin mais absolument incroyable. Et ensuite, vous avez des images du palais de l'empereur, suivi de la salle du trône d'or, The Throne Room, avec naturellement ce dessin archi célèbre de l'empereur cadavre. Et c'est également, à titre plus anecdotique, la première fois que l'on voit apparaître dans les pages de contenu Warhammer 40 000 des gardes custodiens, donc qui siègent au pied du trône d'or avec leurs grosses hallebardes et leurs casques à cimier. C'est de mémoire, en tout cas, c'est la première fois qu'on les voit, et ils seront appelés à devenir bien plus tard dans le temps une faction à part entière avec un lore qui leur est dédié, etc. Donc les premières pages de Warhammer 40 000 V3, on y est. On entre de plein fouet dans le grimdark. Et donc ce grimdark, qui est inauguré avec cette version du jeu,
Eh bien, c'est tout simplement la nouvelle donne. C'est la nouvelle donne. Donc, qu'est-ce que ça implique le grimdark? Tout d'abord, il y a le côté visuel. On va être dans quelque chose avec un style beaucoup plus sale, beaucoup plus violent. Et finalement, toute l'équipe de l'époque, toute l'équipe d'illustrateurs de ce bouquin, c'est un petit peu plié au jeu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire eh bien, du John Blanche, mais bien sûr avec leurs pattes à eux. Donc ce bouquin est truffé d'illustrations, mais complètement dingue. On y retrouve naturellement Alex Boyd, David Gallagher, Neil Hodgson, Paul Smith, Richard White, etc. Mais voilà, au-dessus de tous ces petits gens, il y a finalement l'inénarrable John Blanche qui l'a vraiment ce livre, c'est sa patte quoi. Et la couverture de la boîte du jeu, c'est sa patte. On est vraiment dans quelque chose, mais de résolument négatif, quelque chose finalement qui s'incarne, qui incarne comme aucun autre ce qui est le Moyen Âge technologique. Et ce bouquin, finalement, la grande nouveauté, au-delà de la pure question du design, ça va être toute la partie lore qui, comme je vous l'ai dit, jusqu'alors, dans Warhammer 40 000, les livres de base, eh bien, ils se contentaient quelque part d'énumérer telle faction avec un petit lore assez succinct. C'était néanmoins très bien écrit. Mais là, finalement, avec ce point de vue impériocentré, on comprend mieux l'organisation de l'impérium et les enjeux, surtout les enjeux qui sont ceux de la race humaine. Et d'entrée, le livre nous le dit, c'est que désormais, la race humaine est véritablement dans des conditions de survie apocalyptique. Donc, il y a vraiment cette nouvelle donne, cette nouvelle manière de décrire l'univers de Warhammer 40 000 comme étant quelque chose mais d'infiniment sombre, d'infiniment dégueulasse et d'infiniment violent. Et ça, cette nouvelle manière de décrire l'univers, eh bien, on ne va plus se concentrer uniquement sur quelque chose de factuellement lié à la guerre. C'est que on va commencer à vous parler de la population de Sentiperium. On va commencer à parler des cités ruches, on va commencer à parler des gangs qui y règnent, on va commencer à aborder l'ecclésiarchie, on va vous parler de mutants, de servitors, de mechanicum. En gros, on va vous commencer à parler des petites mains qui s'agitent derrière finalement ce qu'est cet empire regroupant des centaines de milliards d'individus. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on commence vraiment à aborder ce qui est quelque part la sociologie du 41e millénaire. Comment s'organise tout ça? Comment vivent les gens en dehors finalement des corps armés? Comment vit un citoyen travaillant dans une ruche? Comment vit un esclave? Comment vit un serviteur? Enfin, si tant est qu'un serviteur est une vraie vie, bof. Mais voilà, à travers ce point de vue finalement résolument pessimiste, résolument sombre, on découvre un pan entier de l'univers dont on ne soupçonnait pas réellement l'existence en dehors de ce qu'est une armée de Space Marine, une armée d'Eldar. Eh bien non, là on commence à voir ce qui se passe dans l'ombre, ce qui s'agit derrière toutes ces explosions. Et c'est absolument glorieux. Et donc la partie lore de de cette édition de Warhammer 40 000 V3, je ne peux que vous la conseiller. Elle est absolument référentielle. Elle est le point de départ de tout ce qui va suivre, que ce soit les travaux de la Black Library, les futurs codex à venir. Elle sera même finalement à l'initiative de futurs jeux. Les gangs de Necromunda, vraiment dans cette ambiance archi-violente de guerre des gangs dans des cités ruches, quelque part, elle est un peu née avec cette nouvelle volonté de Warhammer 40 000 de dépeindre un univers archi-violent. Bien plus tard, on verra également apparaître, par exemple, Inquisitor. Inquisitor qui va reprendre exactement la même trace, la même patte graphique qui sera écrit du coup par John Blanche et Gavin Thorpe. Je vous dis ça de mémoire, mais je pense pas me gourer. Donc vraiment, cet ouvrage de Warhammer 40 000 V3, c'est un pavé dans la mare. On y voit plein de choses qu'on n'avait jamais vues avant. On commence à voir des sœurs de bataille, des custodiens, du mécanicum. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'allait être le jeu pour les 20 ans à venir. Et pour avoir une révolution pareille, je pense,
à la fois dans le lore, à la fois dans le style, à la fois dans les règles, il faudra sans doute attendre bien plus tard, eh bien, l'ouverture de la grande faille qui coïncide avec la sortie de Dark Imperium, donc Warhammer 40 000 V8, V7 ou V8? Ah, je sais plus. Bref, il faudra attendre voilà, 20 ans pour avoir, je pense, un tel pavé dans la mare à tous les niveaux. Que ce soit la réinvention des règles, la réinvention des gammes, la réinvention du lore. Vraiment, ce bouquin V3, c'est une référence. Les illustrations, elles font toujours loi, en fait. Et puis, certaines de ces illustrations, eh bien, serviront même de base à des futures figurines. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai un dessin d'Ézéchiel. Eh bien, la figurine d'Ézéchiel sera faite suivant ce dessin. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce bouquin. Mais vraiment, 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 la 10, quinzaine de premières pages, là, je suis en train de les dérouler sous les yeux, mais quelle tuerie! C'est incroyable, quoi. Vraiment, c'est la vision de John Blanche du 41e millénaire, mais elle est absolument fondatrice, elle est absolument référentielle. C'est vraiment de lui que vient tout le reste, quoi. Et puis ce croquis là de la salle du Trône d'Or, mais mon Dieu, c'est vraiment le truc. Enfin voilà, il y a pas plus emblématique, il y a pas plus iconique que ça. C'est absolument fabuleux. Donc, si vous n'avez pas ce bouquin de la V3, jetez-vous dessus, franchement, trouvez-le d'occasion, je ne sais pas, ou alors je vous le prête si vous habitez dans le coin. Franchement, il y a pas de souci. Mais foncez, c'est vraiment une pierre angulaire, c'est vraiment un joyau. Et du coup, eh bien, nous, avec nos petits yeux de l'époque, on s'est dit: «Mais attends, le truc, c'est une réussite folle, quoi». Enfin, on était vraiment à fond dedans. Eh bien, nous ne serons pas les seuls à penser ça. Et quelque part, cette V3 marque, l'entrée de Warhammer 40 000 dans les énormes jeux, tant et si bien, eh bien, qu'il va très, très vite rattraper et même surpasser Warhammer Battle dans le cœur des joueurs, et il va le surpasser à tous les niveaux, c'est-à-dire même en termes de vente, en termes de communication, en termes de médiatisation. La V3 est l'entrée de Warhammer 40 000 finalement dans la cour des très grands jeux, des jeux à échelle mondiale. Le monde entier va commencer à jouer à Warhammer 40 000 avec cette V3, et le monde, bah, parfois, il est pas bête parce que cette V3 est absolument fabuleuse. Le noyau de règles, il était très très bien fichu. Le style est là. Le renouvellement des gammes de figurines, il va être absolument énorme. Et voilà, et c'est parti. Et il y a le virage grimdark. Eh bien, il introduit autre chose également. Eh bien, il introduit des nouvelles tables de jeu. Jusqu'alors, la lecture de Warhammer 40 000, c'était assez rigolo parce que on nous dépeignait un univers en guerre perpétuelle, et les visuels correspondant à ça, eh bien, c'est que vous aviez des Space Marines qui affrontaient des Xénos sur un terrain de golf. On le- La grande mode était au vert gobelin, la grande mode était au tapis vert et aux petites collines et des arbres. Et finalement, à l'époque, ça ne nous choquait même pas, bizarrement, ça ne nous choquait même pas. On prenait la chose pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une table de jeu. Eh bien, tout ça allait changer. Déjà, dans les visuels, donc dans les galeries heavy metal de ce bouquin en V3, quelle ne fut pas notre surprise de tomber, par exemple, avec une table entièrement grise, avec des ruines bombardées et des socles également peints en gris. On s'est dit, mais attends, on a le droit de faire ça? On a le droit de faire des tables autrement qu'en vert gobelin? Et donc, vous aviez ça à toutes les sauces. Il y avait une armée tyrannide qui faisait face au Valhalla, au régiment de Valhalla, sur une grande table enneigée. Et la peinture a changé. La peinture a changé, tout est plus sombre. On avait des tables composées de tranchées, vraiment de zones de décor bombardées, des énormes cratères, des ruines fracturées. Et à ce titre, dans la boîte de base de Warhammer 40 000, vous aviez eh bien, les premières petites ruines pétées de l'histoire de Game Workshop, bah, du moins à ma connaissance. Et ça, bah, ça va inaugurer finalement ces ruines pétées.
elles sont encore à l'heure actuelle, je veux dire, le modèle de table le plus répandu du jeu. Une bonne vieille table avec un béton fracturé, des bombardements, des cratères et des ruines, bah, en ruine justement, c'est le modèle phare de la table de Warhammer 40 000. Mais nous, jusqu'alors, on avait vu que des terrains de golf. On avait vu que la petite maison dans la prairie au 41e millénaire. Et donc ça, c'était assez fou. Et dans les pages de ce livre V3 et dans tous les White Dwarfs à venir, on allait découvrir des tables comme jamais on en avait vu. Et je me souviens à ce titre d'une table désertique regroupant un régiment de Talarn sur lequel il y avait une armée Eldar peinte aux couleurs de Bieltan. Putain, ce truc m'avait mis une baffe visuelle. L'armée Eldar aux couleurs de Bieltan sur une table désertique. Je me suis dit, mais où? Mais putain, enfin, il faut absolument que je fasse ça en fait. Je savais pas moi qu'on pouvait peindre les socles différemment qu'en vert. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était suffisamment con pour ne jamais y avoir pensé. On n'était pas obligé de peindre nos socles en verre sur des tables vertes avec du gazon bien taillé. Eh bien non, la V3 allait inaugurer ce nouveau modèle de table et du coup bah, le livre V3 eh bien, nous expliquait déjà comment fabriquer des décors. Donc là, on avait la petite section Battlefield donc qui regroupait des décors. À l'époque, Game Workshop sortait pas mal de décors qui étaient une espèce de composite entre des pans de carton et des espèces de cornières en plastique à assembler. Donc ça, j'en avais quelques-uns. Donc c'était des modèles très basiques, hein. On était vraiment sur des choses genre des tours, des bunkers. Et puis pour la partie, bien cratères, un peu des barrières à franchir et tout. Eh bien, encore une fois, ce petit livre V3 n'était pas avare en petits détails de modélisme. Donc, il vous expliquait comment vous fabriquez des petits arbres, des petits cratères, des petites collines, en mettant également en scène eh bien, les nouvelles ruines en plastique qu'il y avait dans la boîte. Donc, au-delà finalement de l'aspect visuel que prend le jeu, eh bien ce nouveau style, ce grimdark inauguré par John Blanche, il allait contaminer également nos tables et il allait contaminer également notre manière de peindre. C'est avec cette édition qu'allait venir le Withering. On a commencé à voir au fil des White Dwarfs, au fil des nouveaux codex, on a commencé à voir des armées dégueulasse. Et ça, c'est vraiment l'incarnation du grimdark sur figurine. C'est que on allait commencer à faire appel à différentes techniques de peinture, que ce soit le brossage à sec, que ce soit la peinture à l'huile ou que ce soit le dépôt de pigments. Eh bien, on allait commencer à voir ça. Et donc, bah, on voyait, bah, par exemple, une des armées iconiques de cette nouvelle édition ont été les Black Templars. Naturellement, ils étaient en couverture sur ce dessin, mais absolument monstrueux, qui est largement dans le top 5, je pense, des illustrations de Warhammer 40 000. Difficile de faire plus emblématique que celui-là. On allait commencer à voir des Black Templars finalement couverts de poussière avec des armures vraiment dégradées. Voilà, le jeu change, les figurines changent, les tables changent. Donc à ce titre, Warhammer 40 000 V3 est toujours, à mon sens, à ce jour, la plus grande révolution stylistique qu'a connue le jeu. En vérité, la messe a été dite lors de cette V3. Tout ce qui allait suivre n'était que de petites adjonctions, que ce soit en termes de lore ou que ce soit en termes de style, parce que naturellement, les techniques de peinture vont énormément évoluer et vont commencer à rendre au Grimdark eh bien, toute son envergure, enfin toute l'envergure qu'il mérite. Donc voilà, tous ces éléments mis bout à bout font que Warhammer 40 000 est devenu quelque chose d'énorme et est devenu quelque chose qui allait tendre à éclipser le plus gros jeu de Game Workshop que fut Warhammer Battle. Nous, du moins, ce premier contact avec Warhammer 40 000, eh bien, il a été tellement dingue qu'on s'y est plongé corps et âme. Et j'ai envie de dire, les choix d'armée étaient déjà faits. Je veux dire, tous mes copains de l'époque savaient déjà ce qu'ils allaient jouer. Et donc moi, bah, naturellement, ça a été les Blood Angels et une armée Eldar. Et donc,
eh bien, j'allais, commencer à me mettre à la tâche et donc les années qui ont suivi finalement durant toutes les années lycée, eh bien, les années lycée allaient vraiment être un énorme renouvellement de la gamme de Warhammer 40 000 et donc c'est là que vont sortir, eh bien, finalement, toutes les figurines de Space Marine qui resteront au catalogue pendant 20 bonnes années. Donc là, au fil des sorties, on passait d'icône en icône. On a eu naturellement l'escouade tactique qui ensuite allait connaître ses déclinaisons, eh bien, en Dévastator, en escouade de vétérans. On allait commencer à avoir également vraiment des figurines surstylées comme les escouades de commandement, l'apparition des nouvelles troupes à réacteurs dorsaux avec tout ce que ça implique derrière, la réinvention de la compagnie de la mort, etc. Les vétérans à réacteur, la gamme était folle et parmi cette gamme, bah, naturellement, Game Workshop a jeté quelques pavés comme le nouveau kit Dreadnought plastique, comme le nouveau Land Raider en plastique. Et celui-là, croyez-moi qu'à l'époque, on en était absolument dingue. Mais ne serait-ce que ce petit Dreadnought plastique, ce bon vieux petit Dreadnought Flursborn, il était excellent. Le kit vous permettait d'assembler eh bien, toutes ces variantes. Et puis, voilà, les Space Marines n'étaient pas les seuls. Du côté Eldar Noir, eh bien là, c'est simple, on avait une nouvelle armée intégralement créée de zéro, hein, donc une nouvelle gamme entière de nouvelles figurines qui, elles aussi, allaient rester au catalogue pendant une vingtaine d'années. Et puis, bah, des nouveautés absolument partout. Les armées Eldar ont pris une toute autre dimension, par exemple avec la sortie du Viper, de la Falcon, la réactualisation des motojets, les nouveaux gardiens et ces bons vieux guerriers aspects en métal qui étaient toujours aussi cool. Bref, aucune faction n'a été oubliée et on va également assister à la naissance eh bien, des Necrons durant cette V3. Alors la gamme Necron, je me rappelle, honnêtement, elle avait fait marrer tout le monde à sa sortie. Les figurines étaient assez ridicules, ça faisait un peu boîte de conserve. Mais bon, quand on voit ce que ça donne, cette armée 20 ans plus tard, on peut se dire non, finalement c'était une bonne idée. Les armées Necron actuellement sont véritablement magnifiques. Donc voilà, cette V3, quelque part, tout au long de son existence, ça a été une réelle artillerie lourde de sorties, de renouvellement de gamme, de renouveau stylistique des tables, de la peinture. Enfin, il y avait une réelle effervescence autour du jeu, tant et si bien, eh bien qu'il allait s'imposer assez vite comme le nouveau jeu star de Game Workshop. Et honnêtement, c'est mérité. Le boulot accompli sur cette V3 a été faramineux. Le noyau de règles avait mis tout le monde d'accord. Le renouvellement des figurines, eh bien, elle a fait plus d'un heureux. C'était vraiment fantastique. On ne savait pas où donner de la tête. Et de mémoire, quelque part, la V3 allait inaugurer également ce rythme de sortie hyper soutenu qui allait devenir eh bien, la nouvelle donne chez Game Workshop. Jusqu'à maintenant, honnêtement, on n'avait droit qu'à du compte-gouttes. Eh bien, le Warhammer 40 000 V3, donc ne serait-ce qu'au niveau des Space Marines, ça a été incessant, quoi. Ça a été vraiment incessant. Les nouveaux kits Terminator, ensuite les déclinaisons de ces kits Terminator suivant les factions qu'on allait choisir. Tout ça n'arrêtait pas, tant et si bien que moi, de mémoire, j'ai mis sur pied une force Blood Angel, une armée complète, hein, donc c'était 2000 points de l'époque. J'avais mis sur pied une force Blood Angel en l'espace d'un an et demi, et en mode full pain. En mode vraiment full pain et du coup eh bien j'avais fait mes socles en marron et oui je m'étais acheté une petite nappe de feutrine en marron, mes socles étaient marron foncé et bien du coup j'avais mis en scène eh bien toutes ces nouvelles petites ruines, donc idem, une gamme de décors qui allait être de plus en plus étoffée également, des ruines plastiques. Game Workshop va en sortir un paquet. Et donc voilà, j'avais ma table Warhammer 40 000 en mode grim dark, quoi. J'avais même un petit peu sali mes armures rouges avec du brossage à sec. Et on avait également, dans la foulée de toutes ces nouveautés, il y avait eu également un renouvellement de la gamme de peinture avec bien la réinvention eh bien, des encres
l'apparition des Shades. Donc voilà, en plus de toutes les nouvelles figurines, en plus du renouveau global du style du jeu, on avait également des nouveaux outils pour s'y mettre. Et ça, c'était fabuleux, hein. Donc voilà. Faire une armée de Space Marine, honnêtement, moi je sortais d'une énorme armée d'hommes lézards full métal. Eh bien, faire du Space Marine, ça avait été assez simple à l'époque. Alors, naturellement, je m'étais pas bien pris la tête, hein. Tout était rouge. J'avais mis de l'encre brune dans les creux. J'avais repassé l'intégralité en encre rouge très diluée. Donc, le truc à surtout pas faire. Mais moi, à l'époque, ça me plaisait. Tout simplement parce que ça faisait péter mon rouge. Donc, moi, je voulais que ça pète. Donc, voilà, ils étaient tout brillants. C'était affreux. Mais néanmoins, c'était les miens. Et mon armée bleue dans le gel, bah, elle était vraiment super, hein. J'avais de la Compagnie de la Mort, j'avais des Chaplains, j'avais des Rhinos, j'avais un Razorback, j'avais un Predator Ball. Bref, j'avais bouffé à tous les râteliers des nouvelles sorties, les nouveaux Terminator, les nouveaux Dreadnought, le nouveau Land Raider. J'avais absolument tout. J'avais ma petite armée de 2000 points. Et honnêtement, elle m'a bien servi. Donc, en dehors de ça, j'avais également mis un pied dans les Eldar. Et en Eldar, finalement, je ne me suis constitué qu'une petite force. Je suis resté sur une armée de 1000 points. Donc, l'armée de Bieltan qu'on voyait partout dans les magazines me faisait tellement rêver. Mais là, il fallait savoir s'avouer vaincu. Je n'avais pas du tout le niveau en peinture pour faire ça. Franchement, là, je l'ai sous les yeux. L'armée Eldar de Gavin Thorpe, donc l'armée Eldar de Bieltan, avec des Rangers, avec le nouveau Falcon. Et c'est à se demander si à l'époque, on dirait que c'est peint à l'aéro, quoi. Honnêtement, le vert là qu'il y a sur les véhicules Falcon, il est à tomber par terre. Donc à l'époque, il faisait le tout au pinceau, mais honnêtement, quand on voit le rendu, on a du mal à y croire. Donc moi, clairement, j'ai vu ça, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Du coup, mon choix s'est tourné bien, sur une petite armée Eldar du vaisseau monde Alétoc. Donc le vaisseau monde Alétoc qui s'articule beaucoup finalement autour de la piraterie et donc de la mise en avant bien, des Rangers Eldar qui étaient également des figurines fabuleuses. J'adorais ces figurines. Et donc là, le schéma de couleur, c'était une espèce de petit poc-poc en fait, une espèce de pointillisme sur les plaques d'armure avec plusieurs nuances de bleu. Donc ça, c'était à ma portée. Et également, finalement, cette armée, je l'ai fait assez vite. Donc elle était très belle, d'un bleu nocturne mêlé à de l'os blanchi. Et là, bizarrement, j'étais resté sur mon bon vieux socle vert gobelin parce que je comptais bien réutiliser quelques éléments de décor Warhammer Battle, donc histoire d'amortir les coûts, histoire d'amortir l'investissement. Je m'étais dit, allez, on en reste au bon vieux vert gobelin pour cette armée d'Eldar. Donc voilà, je pense qu'en fait, je ne vais pas parler d'autre chose durant cette année 1998, tout simplement parce qu'il n'y avait que la guerre, hein. Il n'y avait que cette édition V3 de Warhammer 40 000, donc vraiment qui a fédéré énormément de monde autour d'elle. Et ça a été également la période durant laquelle je me suis mis à jouer un peu ailleurs que chez les copains. Donc on avait, dans mon petit bled natal, on avait un petit magasin qui faisait du jeu de société. Et à plusieurs reprises, ça m'est arrivé de me pointer là-bas avec une armée peinte et on jouait à Warhammer 40 000 V3. Donc c'est là que j'ai pu faire également de nouvelles rencontres. Donc le truc s'étoffe un peu. Je n'ai pas abordé Warhammer Battle, mais naturellement Warhammer Battle continue et il est bien là pour durer encore un paquet de temps jusqu'à sa chute et l'avènement de Age of Sigmar. Mais le thème de cette émission n'est pas là. Le thème de cette émission était Warhammer 40 000 V3, à quel point c'était excellent, à quel point ça a réinventé tout le jeu. Et ce sera la nouvelle donne pour toutes les années à venir. Au fil des White Dwarfs, franchement, on s'est tellement régalé durant cette V3. À chaque fois qu'on nous présentait une nouvelle armée, c'était la claque. Il y avait des nouvelles tables, il y avait vraiment des nouvelles armées, des nouvelles figurines peintes à la perfection. J'ai souvenir, par exemple, de la Légion d'acier d'Armageddon, peinte sur une table, mais qui représentait réellement Armageddon, c'est-à-dire avec des tables, avec des éléments de décor d'une hauteur faramineuse, des couloirs de ruines dans lesquels pouvaient passer les blindés. C'était incroyable. Honnêtement, la V3,
a provoqué un élan créatif absolument fabuleux au sein du wargame. On a vu des choses, mais ça n'a jamais arrêté en fait. On a vu des choses absolument dingues durant toute cette V3 et chacune de ces nouveautés s'inscrivait dans le temps long. C'est que les gammes de figurines qui datent de cette époque, elles étaient tellement géniales que on les a fait durer un maximum. Et naturellement, si les Space Marines de l'époque ont pris un gros coup de vieux avec l'avènement de la gamme Primaris, bah moi je les regarde toujours avec une certaine tendresse, hein. Cette bonne vieille escouade tactique, qu'est-ce qu'elle était chouette. Qu'est-ce qu'ils étaient chouettes, ces mini Marines, ces Marines Firstborn, dont on peut encore en jouer quelques-uns lors de cette V10 actuelle, et ça fait bien plaisir. Voilà, c'était l'année 1998, il y a eu Warhammer 40 000 et à vrai dire, pas grand-chose d'autre. Donc, je ne peux que vous encourager à mettre la main sur ce sacro-saint bouquin, ne serait-ce que pour les illustrations, ne serait-ce que pour le lore d'une richesse infinie. Et dans toute la V3, c'est le seul bouquin que je vous conseillerais, car naturellement, j'ai parlé de règles simplifiées. Eh bien, ces règles simplifiées, elles allaient s'incarner dans des codex qui seront des mini-codex. Là, j'ai sous la main mon codex Blood Angel, il fait 20 pages. Voilà. Dans les codex, on allait avoir les datasheets, une petite page avec quelques règles spéciales, absolument rien d'autre. Donc ça a été le choix éditorial, hein, pour cette V3. Les codex sont des feuilles de chou. À l'époque, je me souviens, ils coûtaient de 80 à 50 francs. Donc c'était vraiment des feuilles de chou, c'était quasiment des magazines, des petits magazines. Donc le seul bouquin finalement à retenir de cette V3, eh bien c'est le Big Black Book, cet énorme bouquin noir que je vous jure, si vous ne l'avez jamais eu sous les yeux, vous allez prendre une claque, ne serait-ce qu'avec les illustrations. Donc procurez-le vous d'une manière légale ou non, je m'en fous, PDF, pas pirate, on s'en fout. Voilà, sur le Bon Coin ou ailleurs, ce livre, il vous le faut. C'est un livre fondateur, c'est le livre qui vous donne la meilleure vision de ce qu'est l'Imperium. Et ça, bah, c'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'on veut. Donc, bienvenue Warhammer 40 000, bienvenue le Grimdark. Le Grimdark, tu vas rester là pour un moment, mon gars. C'est toi qui vas rythmer le rythme des nouveaux visuels, des nouvelles sorties, des nouvelles tables, des nouvelles figurines, d'absolument tout. Donc, bah, Warhammer 40 000 V3, so long, my friend, c'était vraiment génial ces années en ta compagnie. Et nous ne t'oublions pas. Et dans le cœur des joueurs, je pense que tu restes le grand chouchou. Donc voilà, le Big Black Book, prenez-le. Et Warhammer 40 000 V3, souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en, c'était vraiment exceptionnel. À plus tard, les amis, pour un nouvel épisode de Nostalgie. Je vous retrouve bientôt sur Uralameur. N'hésitez pas à laisser un mot ici ou ailleurs sur la page peinture Brother Maxou Painting. Contactez-moi comme vous le voudrez, je réponds toujours. Vous m'envoyez des trucs vraiment très sympas, des trucs très gentils, des photos d'armée, vous me régalez. C'est pour ça que je continue. Ruralameur est en train de devenir un petit bistrot avec son lot d'habitués et c'est toujours un plaisir de vous servir une petite bière, les mecs. Donc je vous dis à plus tard.